Effectivement, donc, on enregistre si vous nous permettez, puis même si vous assistez, évidemment, on ne vous verra pas à l'écran, c'est nos conférencières qui vont être enregistrées. Alors voilà, l'enregistrement est débuté. À toi la parole, ma chère Carla. Excellent, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. La grappe éducative Montcalm a pour mission de mobiliser les ressources dédiées à la réussite éducative des jeunes, en ciblant des pratiques exemplaires qui seront déployées en complémentarité et en appui aux actions déjà entreprises par les partenaires du milieu et qui donnent des résultats. Par cette mobilisation, la grappe éducative Montcalm vise l'accompagnement, l'encadrement et le soutien des jeunes de 0 à 35 ans et leurs familles dans leur parcours de qualification en vue d'obtenir un diplôme. Comme vous savez, nous souhaitons agir tôt et avec force. Nous désirons favoriser des environnements propices et facilitateurs à la mobilisation des communautés. Cet événement vise à vous inspirer et vous informer. Vous, nos partenaires et décideurs clés dans le déploiement et l'application de mesures concrètes qui visent à soutenir le développement global des jeunes enfants. C'est en novembre 2016 c'est entre novembre 2016 et janvier 2019 que les responsables en services éducatifs en milieu familial et les éducatrices des centres de la petite enfance de la MRC de Montcalm ont suivi la formation Attention, enfants en mouvement. Formation qui a été développée par le plateau Lanaudois intersectoriel et le CIS de la Nodière en partenariat avec le CIS de Laval et le groupe Promo Santé Laval. Elle a été offerte dans les milieux de garde par le PLI et Hop Montcalm grâce au soutien financier de Québec en forme et d'Avenir d'enfants. Hop Montcalm, le PLI, la grappe éducative Montcalm et le bureau coordonnateur du CPE Boutentrin ont ensuite travaillé de concert afin de définir les objectifs d'évaluation des impacts de la formation ainsi que de l'accompagnement dans le cadre d'attention enfants en mouvement auprès des directions et des éducatrices des services de garde éducatifs à la petite enfance dans la MRC de Montcalm. C'est à l'été 2020 que Véronique Gosselin, doctorante, et Suzanne Laberge, docteure, professeure titulaire à la Faculté de médecine de l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal ont été approchées afin de réaliser cette évaluation. Suite au dépôt du rapport d'impact final en février 2021, nous avons bâti cet événement dans l'esprit d'un effort collectif afin de vous partager cette information précieuse qui pourra inciter d'autres milieux à implanter eux aussi cette approche. Nous sommes donc très heureux de vous offrir cette conférence en partenariat avec le plateau Lanaudois intersectoriel et le CIS de la Nodière dans le cadre de cette merveilleuse vitrine de la Grande Semaine des Tout-Petits. Alors, merci d'être si nombreux à y participer. Et sans plus tarder, je renvoie la parole à notre animatrice Sonia Hainaut. Merci, Carla Isabelle. Oui, tu parlais, bien évidemment, oui, pour la grappe éducative Montcalm, le plateau Lanaudois intersectoriel et le PLI est représenté par Donald Dessureau qui est présent aujourd'hui, qui va, lui, nous adresser la parole pour le mot de la fin. Alors, sans plus tarder, quelques petites précisions techniques pour s'assurer qu'on connaisse bien le cadre puis que ça se passe bien, qu'on ait le temps d'entendre toutes les présentations. D'abord, pour vous dire qu'effectivement, vos micros sont fermés. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de présentation, on va vous demander d'utiliser l'outil de clavardage qui est disponible sur la plateforme Zoom tout au bas dans Converser. Et je m'assurerai de communiquer vos questions aux conférencières, aux panélistes qui, à la fin de la conférence, à partir de 2 heures, va se charger de répondre à vos questions. Si jamais on n'arrive pas à faire le tour de toutes vos questions, on vous fait la promesse de vous faire un suivi. On vous retournera par courriel un petit bilan puis les réponses aux questions qui n'auraient pas trouvé réponse. Alors, un mot sur le déroulement pour savoir un peu à quoi vous attendre d'ici 14h30, d'ici le moment qu'on va passer ensemble. D'abord, on va y aller d'une présentation avec Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des Tout-Petits. Suivra Mme Véronique Gosselin, étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique pour la présentation de l'évaluation de la formation. On a également Jeannie-Claude Saint-Yves et Nancy Morin qui vont suivre dans une présentation, puis Sylvie Bernier qui pourra se joindre aux discussions également et débuter cette période d'échange sur le coup de 14 heures. Alors, c'est le programme qu'on a préparé. Un super beau programme, quand même bien chargé. Donc, on va commencer à l'instant. Oui, je l'ai dit rapidement, Fanny Dagenet,
Petite présentation peut-être pour la mise en contexte. Elle est directrice de l'Observatoire des tout-petits, un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon qui a pour mandat de communiquer l'état des connaissances afin d'éclairer la prise de décision en matière de petite enfance au Québec. Le but, évidemment, c'est que chaque tout-petit ait accès aux conditions qui assurent le développement de son plein potentiel, peu importe le milieu où il naît, où il grandit. Alors aujourd'hui, elle nous propose une présentation qui a pour thème les politiques publiques et les enjeux libres. Madame Dagenet, est-ce que vous y êtes? Oui, attendez un petit peu là. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Absolument, on vous voit bien, Oui, on voit c'est bien la bon. présentation, tout est là. Parfait. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Très contente d'être avec vous aujourd'hui en cette grande semaine des tout-petits. C'est toujours une grosse semaine pour l'équipe de l'Observatoire parce qu'à chaque année, on sort pendant cette semaine-là notre portrait annuel des tout-petits Québécois. Alors, j'aurai des données toutes chaudes là, à vous présenter ce midi. Je m'en allais dire ce matin, mais non, on est rendu, on est pas mal sur l'heure du dîner puis l'après-midi même. Mais vous avez une Alors, grosse semaine. oui, c'est ça. On perd la notion du temps. Alors d'abord, peut-être, bon, notre énoncé de mission vient tout juste d'être mentionné, alors je ne m'étendrai pas très longtemps là-dessus, mais l'Observatoire des tout-petits, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien, on est là pour rassembler les données qui sont les plus rigoureuses sur le bien-être et le développement des enfants, et ça de la période de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans. Et avec ces données-là, ce qu'on fait, bien, c'est qu'on sensibilise nos élus, les acteurs de différents secteurs, donc secteur des affaires, secteur municipal, secteur évidemment de la santé communautaire, services sociaux et Mais c'est également assez de les le faire. citoyens. Oups. Je m'excuse, est-ce qu'il y a une question? Il doit y avoir un micro qui a été accroché. Je vous demanderai de fermer vos micros si jamais on peut poursuivre. Parfait. Alors, donc, et les citoyens, évidemment, parce qu'on souhaite que les citoyens, en tant qu'électeurs, bien, comprennent pourquoi c'est important d'investir dans certaines mesures et de ne pas couper dans certaines autres. Alors, on veut évidemment qu'ils soient sensibles aux enjeux qui touchent les tout-petits. Alors, voilà, vous voyez à l'écran la page couverture de notre plus récent portrait annuel des tout-petits Québécois qui a été dévoilé mardi. Vous pouvez le trouver sur le site Internet de l'Observatoire des tout-petits. Et je vais attirer votre attention sur une donnée dont il y a été beaucoup question dans les médias cette semaine et qui a beaucoup attiré l'intérêt des journalistes. Alors, la donnée sur l'activité physique et le temps écran. Alors, c'est des données qui nous datent d'avant la pandémie de COVID-19. Alors, en 2016-2019, bien, c'était 40 des enfants âgés de 3 à 5 ans qui ne rencontraient pas les recommandations en matière d'activité physique et 52 qui ne rencontraient pas les directives en matière de temps passé devant un écran. Donc, plus concrètement, nos tout-petits ne bougeaient pas suffisamment en 2016-2019 et passaient trop de temps devant les écrans, que ce soit les jeux vidéo, la télévision, etc. Et là, vous vous demandez probablement, OK, quelles étaient ces directives-là? Donc, c'est des données qui nous proviennent de Statistique Canada, plus précisément l'enquête canadienne sur les mesures de la santé. Et vous avez ici à l'écran les recommandations qui sont utilisées pour pouvoir faire ce calcul-là de la proportion d'enfants qui rencontrent ou pas les recommandations. Alors, par exemple, en ce qui concerne l'activité physique, bien, on peut voir ici que pour les enfants de 3 à 4 ans, bien, on recommande au moins 180 minutes d'activité physique variée par jour et on souhaite qu'à l'intérieur de ces 180 minutes-là, on ait au moins 60 minutes d'activité physique énergétique, là, donc de jeu énergétique. Et on voit que les recommandations diffèrent un petit peu là, selon l'âge de l'enfant. Et pour le temps écran, bien, pour les enfants de moins de 2 ans, on ne recommande pas du tout l'usage des écrans. Pour les enfants de 2 à 4 ans, on recommande de limiter ça à 1 heure par jour et pour les enfants âgés de 5 ans, de limiter ça à 2 heures et moins par jour. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des données qui datent toutefois d'avant la pandémie. Or, plusieurs études publiées ici, mais aussi partout à travers le monde depuis les débuts de la pandémie, ont documenté l'effet de celle-ci sur la diminution de la pratique d'activité physique et l'augmentation des activités sédentaires. Alors, la prochaine fois qu'on est en mesure de collecter ces données-là, bien, elles risquent d'être allées en augmentant malheureusement. Et des études nous démontrent également les effets de la pandémie sur la qualité de l'alimentation des jeunes enfants.
Et cet effet-là, fait intéressant, serait différent selon qu'on se trouve dans une famille qui est mieux nantie versus dans une famille qui est plus défavorisée. Alors, chez les familles qui sont plus nanties, bien, on aurait observé un effet positif, c'est-à-dire que la qualité de l'alimentation aurait pu augmenter, entre autres dû au fait que les parents se sont retrouvés avec plus de temps pour cuisiner, compte tenu du télétravail et de ne plus avoir de temps de déplacement pour se rendre à leur lieu de travail, alors que du côté des familles plus défavorisées, bien, la qualité de l'alimentation aurait été en se dégradant à cause des nombreuses pertes d'emplois qu'ont connues ces familles-là, plus de précarité financière, donc plus d'insécurité alimentaire, donc de la difficulté à remplir le panier d'épicerie. Et évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sous pour acheter les aliments, ce n'est pas les aliments les plus nutritifs qui se retrouvent dans le panier. Alors maintenant, je vais attirer votre attention sur certaines données qui ont été tirées de notre précédent portrait annuel des tout-petits québécois qui portait cette fois-ci sur les environnements dans lesquels grandissent les tout-petits. Et il y a des données bien intéressantes également dans ce portrait-là. Alors d'abord, des données sur la sécurité du quartier. Donc, il s'agit vraiment de la perception des parents de la sécurité du quartier dans lequel ils élèvent leurs enfants. Et ce sont des données qui nous viennent de l'Institut de la statistique du Québec. Alors, 92,4 des parents d'enfants âgés de 0 à 5 ans disaient habiter dans un quartier où les enfants pouvaient jouer dehors durant la journée en toute sécurité et 90,8 disaient habiter dans un quartier où il y a des parcs, des terrains de jeu et des endroits pour jouer qui sont sécuritaires. Alors ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que ce sont deux facteurs qui peuvent influencer la pratique d'activité physique. Mais si on regarde ça d'un petit peu plus près, alors on a ici des données sur la perception de sécurité du quartier selon le niveau de scolarité des parents et selon le revenu familial. Et ce qu'on se rend compte, bien, si vous regardez les colonnes en jaune, bien, ce sont finalement c'est la proportion d'enfants qui habitent dans un quartier perçu comme peu sécuritaire en fonction du niveau de formation académique des parents. Et on voit que les colonnes, bien, sont plus élevées lorsque les parents n'ont aucun diplôme ou encore un diplôme de niveau secondaire si on compare avec ceux qui ont un diplôme de niveau collégial ou encore universitaire. Et si on porte notre regard maintenant sur les colonnes en noir à droite de la diapositive, bien, on a ici la répartition selon la mesure du faible revenu. Et ce qu'on constate, bien, c'est que la proportion est plus élevée de se sentir dans un quartier qui n'est pas sécuritaire lorsqu'on est dans des ménages à faible revenu. Alors, tous les enfants n'ont pas malheureusement les mêmes chances et les mêmes opportunités d'aller jouer dehors en se sentant en toute sécurité ou en tout cas en faisant en sorte que leurs parents sentent qu'ils sont en sécurité. D'autres données intéressantes donc sur les orientations et pratiques en place dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Et en termes de saines habitudes de vie, bien, on le sait, c'est fort intéressant de s'intéresser à ce qui se passe dans les services éducatifs à l'enfance, puisque les enfants passent en moyenne de nombreuses heures au cours de la semaine, en particulier du lundi au vendredi, et c'est plus difficile de compter sur les parents pendant ces journées-là pour assurer la pratique d'activité physique parce qu'évidemment, si on arrive chez soi vers 6h, 6h30, on doit préparer le souper, on donne le bain, on lit l'histoire, on chante la chanson. L'air de rien, la soirée, c'est terminé, surtout que les tout-petits se couchent très tôt. Alors, si on regarde ici, on a à gauche la proportion d'établissements qui possèdent un document officiel d'orientation sur le jeu actif et le développement moteur. Et on voit que ces proportions-là sont de 30,2 dans les CPE, de 22,3 dans les garderies subventionnées et de 24,9 dans les garderies qui sont non subventionnées. Alors, ce n'est pas la majorité des établissements qui ont ce type de document-là. Et à droite, on a maintenant la proportion d'établissements qui utilisent des installations municipales, donc les parcs, les terrains de jeu, par exemple, pour pouvoir donner des occasions d'activité physique aux tout-petits et de jeux libres, évidemment. Alors, on voit ici que c'est 75,6 des CPE qui le font, 59,1 des garderies subventionnées qui le font et 61,6 des garderies non subventionnées. Alors, les statistiques sont plus élevées
activités, on s'entend que celles qu'on a regardées là, du côté gauche de la diapositive, mais on voit quand même qu'il y a encore des milieux qui ne profitent pas de ces espaces-là et ce serait vraiment avantageux pour les enfants que ce soit le cas. Donc, il y a peut-être la sensibilisation à faire encore à ce niveau-là. Alors, je vous présente maintenant quelques faits saillants d'un autre document. Donc, le troisième portrait dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un portrait sur les politiques publiques favorables aux tout-petits et à leurs familles. Et ce portrait-là a été dévoilé au printemps dernier. Alors, quelques faits intéressants de ce portrait-là pour nos réflexions d'aujourd'hui. Alors, d'abord, ce que nous dit le portrait et surtout les travaux qui ont mené à la production de ce portrait-là, bien, c'est que pour favoriser le développement d'un jeune enfant, on a besoin de politiques à différents niveaux. Alors, on a besoin de politiques qui visent directement le bien-être et le développement des tout-petits, comme par exemple tout ce qui est offre d'activités de loisirs ou culturels offertes aux jeunes enfants ou encore les soins médicaux offerts dans le réseau de la santé. On a besoin également de politiques qui soutiennent les parents. Donc, on peut penser à tout le financement là, du réseau des organismes communautaires familles, par exemple, qui vont offrir différentes activités pour soutenir les parents dans leur rôle parental. Puis, on peut également penser aux professionnels de la santé qui soutiennent les parents pour favoriser l'adoption de saines habitudes de vie au sein des familles. Et enfin, on a besoin de politiques qui améliorent les conditions de vie des tout-petits et de leur famille. Donc, par exemple, s'assurer que les familles aient accès à un logement qui est abordable et de qualité, s'assurer qu'ils aient accès à des quartiers de qualité également, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'a pas beaucoup de revenus, et s'assurer qu'ils aient accès à des espaces verts et des parcs, bien, ça rentrerait là-dedans également. Alors, ce que nous dit également le portrait, bien, c'est que les politiques publiques prises seules, individuellement, ça ne peut pas suffire pour susciter des réels changements. C'est vraiment la somme des politiques cohérentes entre elles et actualisées dans une vision intégrée qui tient compte du continuum de développement de l'enfant qui est le plus susceptible d'assurer l'égalité des chances. Donc là, vous allez me dire, Fanny, quel énoncé théorique et complexe, mais je vais vous montrer à l'aide d'un exemple que c'est tout simple au fond. Alors, je vais prendre ici l'exemple de l'activité physique. Bien, c'est le fait d'offrir des opportunités d'activité physique aux tout petits au sein des centres éducatifs à l'enfance qu'ils fréquentent, additionné au fait d'offrir des pistes cyclables qui sont soutenues, par exemple, par des politiques de transport actif. Ensuite, d'offrir également l'accès à des soins de santé pour intervenir lorsque l'enfant a un handicap ou un trouble du développement pour qu'il puisse ultimement continuer de pratiquer ces activités-là. Le fait d'offrir du soutien aux parents pour qu'ils puissent susciter l'adoption de saines habitudes de vie au sein des familles. Et tout ça additionné au fait de donner accès à des quartiers qui sont propices à l'activité physique et aux jeux libres, comme des parcs, des lieux publics sécuritaires, c'est l'addition de toutes ces mesures-là qui fait à la fin de l'année que nos enfants sont plus actifs. Alors, quel est le lien entre les espaces publics extérieurs propices aux jeux et le développement des tout-petits? Bien, le fait d'offrir des environnements qui contribuent au développement de la créativité et de l'autonomie de l'enfant a évidemment plein de bienfaits pour différentes sphères de développement de l'enfant. On pense à son développement moteur, à son développement socio-affectif, même à son développement langagier, parce qu'évidemment, lorsqu'il va dans les espaces publics, socialisés avec les autres enfants de la communauté, bien, ça stimule également son langage. Alors, les éléments naturels comme la végétation, l'eau, la terre, la vie animale, bien, on le sait, ça attire et stimule les tout-petits. Ça contribue également à réduire le stress causé par l'environnement et ça, je dois vous dire que les enfants en ont bien besoin parce que malheureusement, les données des études publiées depuis le début de la pandémie nous démontrent que les enfants sont parmi ceux dont la santé mentale s'est le plus détériorée. Puis on se retrouve avec beaucoup de tout-petits qui ont, oui, des symptômes d'anxiété et de dépression. Alors, évidemment, le fait d'avoir accès à des beaux espaces verts pour se dégourdir, pour socialiser, bien, ça fait du bien également à la santé mentale. L'augmentation de la pratique quotidienne d'activité physique en famille également, c'est une autre répercussion du fait d'avoir accès à ces espaces-là, à ces milieux-là.
la diminution des risques d'exclusion et d'isolement social. Et ça, les familles et les tout-petits en ont bien souffert pendant les périodes de confinement. Et récemment, nous avons publié les résultats d'un sondage à la veille des élections municipales qui démontrait que les parents considéraient que la fermeture des parcs, l'arrêt des activités de loisirs offerts par les municipalités avait eu des répercussions sur le développement de leur enfant. Alors, c'est dire à quel point les parents constatent les bienfaits d'avoir accès à ces installations-là, à ces services-là. Et évidemment, bien, ça offre la possibilité de tisser des liens avec d'autres parents du voisinage, donc de tisser une espèce de tissu social autour des parents pour qu'ils puissent avoir des personnes en cas de besoin. Donc, pour terminer, quelques leviers dont on dispose ou peut-être des pistes de réflexion pour la suite du webinaire. Donc, mettre en place une politique de partage d'infrastructures sportives entre différentes municipalités. Il y a l'exemple des MRC de Bellechasse qui ont fait un très beau partenariat en ce sens. Je pourrais peut-être vous en parler durant la période d'échange. Aménager des rues de jeux libres, des rues partagées fermées au transit, ainsi que des rues écoles. Alors là, peut-être que je pique votre curiosité. Bien, je n'aurai pas le temps maintenant de vous en parler, mais n'hésitez pas à me questionner là-dessus tout à l'heure. Aménager des lieux de détente et d'activités ludiques tels que des jardins pédagogiques, aménager des trottoirs larges qui donnent l'espace aux enfants et aux familles pour se promener en marchant ou encore en faisant du tricycle et consulter régulièrement les enfants et les familles. Donc ça, c'est de plus en plus fait au sein des municipalités pour bien comprendre les besoins et s'assurer d'y répondre le mieux possible. Alors, j'espère que ce sera des pistes et des leviers qui pourront vous inspirer dans le cours des prochaines réflexions. Donc, ça termine ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Mme Dagenet. C'est un plaisir, effectivement, dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits. J'avais oublié de le présenter d'emblée, mais ça va de soi. Et oui, vous avez piqué notre curiosité. On va revenir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez peur de les oublier, vous pourriez déjà aller les inscrire dans l'outil de clavardage qui se trouve au bas. Et puis, on va se charger de les adresser à partir de 14 heures aux environs quand on aura complété les présentations. Merci beaucoup, Fanny. On vous garde tout près. Maintenant, c'est au tour de Véronique Gosselin qui peut commencer à ouvrir son micro. Je vous la présente en attendant. Véronique Gosselin est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques et elle est présentement étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique. Ses intérêts de recherche portent sur l'évaluation de programmes et de politiques publiques en promotion de l'activité physique et sur les inégalités sociales également en matière d'activité physique. Alors, déjà, le partage d'écran est complété. Véronique, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sonia. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être ici. Merci, Mme Dagenet, pour la présentation. C'était super intéressant. Je m'appelle Véronique. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'évaluation de la formation Attention Enfants Mouvement que j'ai réalisée avec ma superviseure au doctorat, qui est Suzanne Laberge. Donc, Suzanne et moi, on a travaillé, on a eu la chance d'évaluer cette formation-là. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de cette évaluation-là, puis aussi pour vous transmettre les principaux résultats. On y va. Carla Isabelle l'a présenté un petit peu tantôt, mais je voulais peut-être faire une rapide mise en contexte sur qu'est-ce que c'est cette formation-là, Attention Enfants Mouvement. Donc, ça a été développé par le PLI, le CIS de la Naudière, en partenariat avec celui de Laval, puis le groupe Promo Santé Laval. La formation AEM, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça offre un soutien au changement sur la manière de percevoir le mouvement dans le développement global, puis dans le processus d'apprentissage de l'enfant. Donc, c'est une formation qui vise à amorcer une démarche réflexive, donc vraiment de la réflexion pour que les milieux favorisent davantage le jeu libre et actif pour les enfants, donc que ça devienne plus facile pour les enfants d'amorcer leur propre jeu, puis aussi qu'ils puissent avoir plus d'opportunités d'être actifs dans le quotidien. C'est une formation qui englobe l'ensemble du milieu, donc qui va viser à modifier à la fois la posture des éducatrices par rapport au jeu libre et actif, puis aussi à favoriser la réorganisation de l'espace, la réorganisation des environnements, aussi pour faciliter le jeu libre et actif. La formation elle se décline en 3 modules. Les 2 premiers modules, ce sont des modules de formation théorique, interactive aussi, qui sont 3 heures chacun des modules.
Puis le troisième module, c'est un module d'accompagnement, donc qui prend la forme d'un suivi personnalisé dans le milieu de garde pour aider les éducatrices à poursuivre l'intégration de jeux libres et actifs dans leur milieu. Donc, Carla Isabelle l'a mentionné tantôt, la formation AEM, elle a été donnée à presque en fait une centaine de milieux là, dans la MRC de Montcalm, dans la Naudière, entre la fin 2016 puis le début 2019, sur un petit peu plus que 2 ans. Donc, une centaine de milieux de garde, là, 90 RSE, donc responsables en services éducatifs, donc en milieu familial, qui ont été formés, puis 72 éducatrices là, de 7 installations différentes, CPE, SGE. Et puis, environ 1 an plus tard, là, Suzanne et moi, on a été approchés pour évaluer c'est quoi les impacts que ça avait eu, cette formation-là, dans les milieux. On a décidé de faire cette évaluation-là en 2 grands volets. On a commencé avec un volet quantitatif, celui qu'on a fait en septembre 2020, là, celui que vous voyez dans le bas. Le premier volet plus quantitatif, on visait à aller voir c'est quoi l'ampleur des changements de pratique, puis aussi les changements organisationnels dans les milieux qui ont été faits suite à la formation. Donc, pour faire ça, on a envoyé des questionnaires au RSE puis aux éducatrices qui avaient été formées puis qui étaient toujours à l'emploi. Et puis ensuite, le deuxième volet de l'évaluation, ça a été qualitatif. Là, on a organisé des groupes de discussion. Ce qu'on voulait faire avec les groupes de discussion, c'est aller documenter c'est quoi la perception des éducatrices par rapport aux effets de la formation, sur leur attitude, sur leurs croyances, sur leur opinion par rapport aux jeux libres et actifs. Puis on voulait aussi aller voir s'il n'y a pas un décalage entre des fois ce qu'on a l'impression qu'il faut faire en termes de normes, en termes de recommandations, puis ce qui est plus fait vraiment réellement dans les milieux. Donc, notre grand objectif pour l'évaluation, c'était d'évaluer les impacts de la formation AEM dans les milieux de garde. Puis, on avait divisé cet objectif-là en différentes dimensions. Donc, je vous les présente rapidement, là. La première grande dimension, c'était d'aller voir l'appréciation. Puis, si les éducatrices avaient eu l'impression que c'était utile, cette formation-là. Donc, par exemple, des choses qu'on est allé voir, c'est est-ce que les gens ont l'impression d'avoir appris des éléments nouveaux? Est-ce que les éducatrices comprennent mieux comment intégrer le jeu libre et actif? Est-ce qu'il y a des nouvelles connaissances pour communiquer avec les parents? Est-ce qu'il y a des nouveaux outils aussi? Puis, à quel point l'accompagnement individuel personnalisé là, dans le milieu est jugé comme pertinent, comme utile? Ensuite de ça, la deuxième grande dimension, c'était d'aller voir qu'est-ce qui a été mis en application. Donc, c'est quoi les changements de pratique qui ont été faits, que ce soit dans le matériel, dans les activités, dans les jeux ou encore dans les règlements. Troisième grande dimension, la modification dans la posture des éducatrices. Donc, est-ce qu'il y a des modifications dans les attitudes, dans les croyances, dans les comportements qui sont encouragés pour les enfants? Puis aussi, par rapport aux changements qui ont été perçus chez les enfants, on est allé voir ça aussi. Ensuite, finalement, on a documenté aussi les barrières à l'intégration du jeu libre et actif dans les milieux, puis aussi les impacts de la pandémie. Donc, malheureusement, je n'ai pas le temps de tout vous présenter les résultats, mais je vais aller de l'avant avec quelques faits saillants là, de chacune des dimensions en regroupant à la fois des résultats quantitatifs puis des résultats qualitatifs. Donc, peut-être la première chose que je vous présenterai, c'est par rapport à l'apprentissage d'éléments nouveaux. La formation, en fait, ça semble avoir permis aux éducatrices, on parle de 61% des RSE puis 74% des éducatrices dans les installations, qui ont dit que la formation leur avait permis d'acquérir des nouvelles connaissances. Dans 4 grandes dimensions, les nouvelles connaissances. D'abord, des connaissances sur comment est-ce qu'on fait pour intégrer plus de jeux libres et actifs dans les milieux de garde. Ensuite, sur l'importance du jeu libre et actif dans le développement des enfants. Par rapport à ça, donc vous voyez en fait les pourcentages là, pour les RSE puis pour les installations qui ont dit qu'ils avaient appris des choses spécifiquement par rapport à ça. Puis peut-être un exemple là, pour le genre d'élément qui a été appris par rapport à l'importance du jeu libre et actif. Là, il y a une éducatrice qui nous a dit qu'elle avait appris par exemple l'importance de travailler le moteur avant de vouloir montrer la tenue du crayon. Puis aussi l'impact que le jeu libre et actif peut avoir sur toutes les sphères du développement. Ensuite, des nouvelles connaissances aussi qui ont été apprises plus sur les besoins des enfants en termes d'intensité puis de durée de jeu actif. Là, on parle du 180 minutes par jour là, qui a été abordé dans la présentation précédente. Puis pour les 3-4 ans, ça inclut au moins 60 minutes de jeu énergique. Puis ça a été beaucoup nommé quand même par les éducatrices là, que cette idée-là de faire varier l'intensité
Donc, c'est un élément nouveau qui avait été appris pendant la formation. Et puis finalement aussi là, des nouvelles connaissances par rapport à la gestion du risque. J'ai mis un exemple par rapport à ça. Il y a une éducatrice qui nous a dit que ça lui avait permis d'apprendre qu'en allant toujours au devant puis en anticipant le pire pour les enfants, elle limitait beaucoup les mouvements des enfants. Donc, ça a été une méga prise de conscience là, pour cette personne-là. Deuxième élément, la formation semble avoir permis aux éducatrices d'accéder à des outils aussi pour les aider à intégrer le jeu libre et actif dans leur pratique. Il y a une vaste majorité qui disent utiliser chaque mois depuis la formation un cahier qui est remis lors de la formation, puis aussi des fiches de jeu, là, qu'on a plein d'exemples de jeux avec des intensités différentes justement pour intégrer davantage de jeu libre et actif dans le milieu. Puis, on a aussi une majorité là, des RSE qui consultent environ chaque mois une plateforme d'accompagnement en ligne qui est aussi disponible pour les aider. Par rapport à ça, l'utilisation du matériel, puis aussi les connaissances, j'ajouterais que les éducatrices ont rapporté que le fait d'avoir plus de connaissances puis plus d'outils, ça facilite la communication avec les parents par rapport au jeu libre et actif. Puis ça, c'est un élément qui est sorti comme très, très important dans l'évaluation. C'est beaucoup ressorti dans le qualitatif. On a observé que ça peut faciliter grandement l'intégration des éléments de la formation, l'intégration du jeu libre et actif dans les milieux, quand les parents sont mis dans l'équipe. Donc, quand les parents sont mis au courant, quand ils approuvent, quand ils comprennent pourquoi c'est fait. Ah, vous avez suivi cette formation-là, qu'est-ce que ça va amener comme changement dans le milieu? Et donc, quand ils font partie de cette équipe-là, là, ils comprennent, ah, OK, maintenant, c'est OK de grimper dans la glissade, c'est OK que peut-être les enfants vont venir un petit peu plus sales qu'avant. Et puis, aussi de leur donner un espace, justement, pour exprimer leurs inquiétudes par rapport à la gestion du risque ou aussi au développement cognitif. Donc, ces connaissances-là, ces nouveaux outils-là, ça permet de faciliter cette communication-là avec les parents. Donc, peut-être partager justement une chose qui nous a été dit par une éducatrice par rapport à ça, comme quoi la formation a enlevé un gros poids des épaules par rapport au développement cognitif des enfants. Donc, les parents ont beaucoup d'attentes pour que les enfants apprennent. C'est plus facile maintenant de leur expliquer c'est quoi l'importance de bouger d'une façon positive. Donc, par exemple, qu'au départ, avant d'écrire, il faut que l'enfant apprenne à lancer, puis qu'ils doivent jouer à l'extérieur pour se développer, puis que ça va être bénéfique pour leur développement cognitif. Donc, ça a rendu crédible nos façons de faire pour le parent. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été dit dans les groupes de discussion. Maintenant, si on va voir au niveau de ce que la formation semble avoir amené comme modification plus dans les environnements. Donc, on a demandé à la fois au RSE et aux éducatrices en installation s'il y avait eu des modifications à la suite de la formation par rapport à différents éléments que vous voyez là, sous le graphique. Puis, vous avez le pourcentage d'éducatrices qui ont répondu oui. Donc, en milieu familial, pour les RSE, ce qui a été le plus modifié suite à la formation, c'est dans le matériel disponible pour jouer. Par exemple, l'ajout de trampoline, l'ajout de cerceau, l'ajout de vélo d'équilibre. Puis, parfois, c'est intéressant, ce n'est pas nécessairement que c'est du nouveau matériel qui a été ajouté, mais c'est que sa disponibilité a changé. Par exemple, la rotation du matériel ou dans la permission d'utiliser le matériel quand on fait des activités différentes aussi. Ça, des fois, ça l'a changé. Par exemple, qu'on peut amener les vélos quand on va à la promenade ou qu'on peut utiliser les cerceaux quand on fait du bricolage. Donc, ce genre de choses-là aussi. Ensuite, ce qui a été fait beaucoup, c'est des modifications dans les espaces intérieurs. Ça a été la modification qui a été le plus fait dans les installations. Et puis, ce qui a été le plus populaire, c'est l'aménagement de coins moteurs. Donc, beaucoup de milieux ont aménagé des coins moteurs, ont dédié des fois des chambres complètes ou juste un coin d'une chambre pour le développement moteur pour les enfants. Des fois aussi, il y a des milieux qui ont réutilisé certains espaces. Par exemple, se sont mis à utiliser le corridor pour permettre aux enfants de courir. Donc, ça, c'est un autre exemple. Ensuite, au niveau de la planification des activités de la journée, ça, c'est quand même la majorité des RSE qui ont dit qu'ils avaient fait des modifications par rapport à ça, là, puis plus de 80 des éducatrices en installation qui en ont parlé. Par exemple, l'ajout de transition active, comme en marche d'animaux. Aussi des périodes de jeu extérieurs qui ont été ajoutées. Puis aussi l'intégration d'intensités différentes dans les jeux, aussi quand on planifie les activités de la journée.
Ensuite, au niveau des activités, des jeux, il y a eu des modifications là aussi. Par exemple, de faire du bricolage debout plutôt qu'assis. Ensuite de ça, pour les règlements. Ah, oups, j'allais trop vite. Pour les règlements, je revenir un petit peu tantôt sur les règlements, là, mais le plus mentionné ici, ça a été par exemple suite à la formation, il y a beaucoup de milieux qui ont permis aux enfants de grimper dans la glissade. Il y a aussi des milieux qui ont accepté d'encadrer les jeux de chamaille, donc le tiraillage là, qui était complètement interdit. Certains milieux ensuite ont encadré les jeux de chamaille. Je vais revenir sur ces éléments-là tout à l'heure. Puis finalement, il y a pas une majorité, là, mais quand même le quart pour les RSE, puis presque 50% là, pour les installations. Il y a eu des nouveaux aménagements extérieurs aussi, par exemple une glissade pendant l'hiver. OK, si on fait un petit zoom là, justement sur les règlements. Donc, on a beaucoup parlé de ça quand on a fait les groupes de discussion. S'il y avait eu des modifications par rapport au comportement des enfants qui sont encouragés, tolérés ou défendus dans les milieux. Puis, ce qu'on a observé, c'est que la formation semble avoir permis à une majorité de RSE et d'éducatrices de faire des changements durables à divers degrés. On va regarder les degrés ensemble par rapport au comportement qu'elles encourageaient puis qu'elles encouragent maintenant, qu'elles toléraient puis qu'elles tolèrent maintenant, puis, ou bien qu'elles interdisent chez les enfants. Donc, si on regarde d'abord ce qui a été le plus fait, là, toutes les installations nous ont dit qu'après la formation, il y avait fait cette modification-là, puis la quasi-totalité aussi des RSE, c'est d'encourager puis tolérer davantage la grimpe, le saut puis la course libre à l'extérieur. Donc, que les enfants puissent davantage maintenant grimper dans la glissade, justement, sauter puis courir librement à l'extérieur suite à la formation. Ensuite, peut-être un petit peu plus difficile à intégrer, toutes les installations, environ 3/4 des RSE nous ont dit qu'elles encourageaient et qu'elles toléraient davantage d'activités debout. Je donnais l'exemple tantôt du bricolage debout. Des fois, c'est même prendre la collation debout. Donc, davantage d'activités debout. Aussi de grimper, par exemple, grimper sur les chaises, de sauter, puis aussi lancer à l'intérieur. Donc, des activités plus libres aussi, puis actives aussi, que ça c'était plus encouragé puis plus toléré aussi suite à la formation. Ensuite de ça, un petit peu plus controversé, d'encourager ou de tolérer davantage la course à l'intérieur. Donc, ça, on a peut-être la moitié des installations, puis environ le quart des RSE qui ont dit que suite à la formation, ils encourageaient de tolérer davantage la course à l'intérieur. Un gros frein par rapport à la course à l'intérieur, ça semble être vraiment les environnements, comme la façon dont c'est disposé à l'intérieur. Il y a des installations justement qui tolèrent maintenant la course à l'intérieur parce qu'ils ont un corridor. Donc là, les enfants peuvent courir dans le corridor. Des fois, c'est encadré aussi, par exemple, que les enfants peuvent courir, par exemple, pour aller au lavabo. Donc, pour certains déplacements, on a permis d'avoir la course. Et puis finalement, peut-être le changement le plus controversé, les jeux de chamaille, donc ou le tiraillage, là, encourager, tolérer davantage les jeux de chamaille. On a environ la moitié des RSE qui nous ont dit qui encourageaient et qui permettaient ça maintenant dans leur milieu, puis environ le quart des installations. Souvent, c'est encadré, par exemple, que c'était complètement interdit avant, puis depuis la formation, c'est permis, par exemple, avec des spaghettis ou avec des boules de tissu, ils sortent les matelas, puis là, c'est encadré. Voilà. Ensuite, au niveau des modifications dans les attitudes puis dans les croyances par rapport aux jeux libres et actifs depuis la formation, donc la formation semble aussi avoir généré des modifications au niveau des attitudes, des croyances d'une vaste majorité de RSE et d'éducatrices en matière de jeux libres et actifs. Les changements les plus fréquents, ce qu'on a entendu beaucoup, c'est qu'elles se considèrent plus permissives, moins directives avec les enfants, puis elles ont moins peur que les enfants se blessent aussi depuis la formation. Donc, j'ai mis quelques citations pour appuyer ça un peu. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, pour moi, ça a facilité beaucoup mon quotidien. Avant, on dirigeait beaucoup les journées, puis maintenant, on les laisse plus explorer puis être en action. » Quelqu'un d'autre qui a dit avant au parc, j'étais plus comme fais attention, mais maintenant je les laisse plus explorer, puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qui sont sécuritaires. Puis peut-être un troisième exemple, là, le formateur nous avait dit que l'enfant est capable par lui-même de juger du danger. Depuis ce temps-là, j'ai un petit peu moins peur. Je ne suis pas à 100% confiante qu'ils se feront pas mal, mais je suis beaucoup plus confiante qu'avant.
Finalement, par rapport aux changements positifs chez les enfants, donc nous, dans notre évaluation, on n'a pas été en mesure de mesurer ça en tant que tel. Ce qu'on est allé chercher, c'est la perception des éducatrices par rapport aux changements qu'elles ont observés chez les enfants. On a environ la moitié des éducatrices là, qui ont mentionné que depuis qu'elles ont intégré les éléments de la formation dans leur milieu, elles ont observé des changements positifs. Les changements les plus fréquemment observés, c'est que les enfants sont plus calmes, plus attentifs, plus concentrés. Il y a certaines éducatrices qui ont aussi souligné que les enfants semblent se développer plus rapidement. Par rapport à ça, je dirais que ce qui est intéressant, ce qu'on a trouvé super intéressant en faisant l'évaluation de la formation, c'est que la formation, ça semble avoir incité, amené comme une espèce de curiosité par rapport au jeu libre actif. Donc, inciter plusieurs éducatrices à faire des expériences dans leur milieu, même si au début, elles n'étaient pas entièrement convaincues ou qu'il y avait encore des petites craintes par rapport à ce qui allait se passer. Puis, lorsqu'il y a des expériences, il y a des essais qui sont faits dans le milieu, puis lorsqu'il y a des expériences positives qui sont vécues, bien ça met du gaz dans le moteur. Vraiment, là, ça encourage, puis ça va alimenter le changement. Puis, lorsqu'il y a des changements positifs chez les enfants qui sont observés, ça, c'est vraiment, là, ça devient un grand moteur de changement. Ça permet aussi beaucoup d'inclure les parents aussi. Là, les parents deviennent beaucoup plus ouverts à ce moment-là aussi. Donc, peut-être pour revenir là, sur globalement ce qui a été observé, donc les impacts de la formation dans les milieux. Donc, on a observé que finalement, l'analyse des données collectées nous a permis de voir que la formation aurait engendré les impacts suivants. Donc, acquisition de connaissances sur comment intégrer le jeu actif, les besoins des enfants, pourquoi c'est important de faire ça, puis la gestion du risque. Ça a permis aussi d'intégrer des outils pour favoriser le jeu libre et actif dans les milieux. Ça a permis de faire plusieurs modifications dans les environnements, dans les changements de pratique, par exemple les modifications d'aménagement intérieur, matériel, activités, planification, puis même les règlements. On a vu des modifications dans la posture des éducatrices qui semblent avoir modifié leur attitude, leur croyance par rapport au jeu libre et actif depuis la formation. Puis on a vu qu'il y a une majorité qui encourage, qui tolère plus de grimpes, de sauts, lancer activité debout aussi à l'intérieur. Et puis, environ la moitié des éducatrices qui ont suivi la formation, qui ont mentionné, qui ont perçu des changements positifs chez les enfants, là, qui sont plus calmes, plus concentrés, plus attentifs. Je ne veux pas trop dépasser mon temps. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? J'aurais envie de dire, hein? Oui, ça commence à être serré parce qu'on veut rester, on veut respecter le programme. OK. Mais tout va se trouver en ligne. Hein? On peut peut-être référer les gens, puis on les rassurer à l'effet qu'on va leur envoyer aussi l'étude et puis le résumé. Mais peut-être, je te laisse le mot de la fin. Oui, peut-être que je pourrais conclure sur ça ici. Donc, en petites minutes, là, donc peut-être globalement, là, on a environ la moitié des RSE formés qui semblent avoir transféré les apprentissages de la formation de façon vraiment substantielle en modifiant à la fois la posture générale puis les changements concrets dans leur environnement. Environ le quart qui ont fait ça de façon plus partielle, puis environ le quart qui semble avoir à peu près rien modifié. Puis la principale barrière, c'est, en fait, dans certains milieux, on perçoit moins le besoin d'intégrer du jeu libre actif parce qu'elles perçoivent que les enfants sont déjà suffisamment actifs. Et puis, au niveau des installations, on a à peu près la moitié des éducatrices qui ont dit qu'elles avaient vraiment transféré les apprentissages dans leur milieu de façon substantielle. Puis après la moitié de façon partielle. J'ajouterais une petite quelque chose par rapport aux installations, c'est que ce qui est intéressant en installation, c'est qu'il y a une démarche collective qui s'installe suite à la formation. Et donc, qui semble vraiment favoriser l'intégration de ça dans le milieu. Donc, que les éducatrices s'assoient ensemble pour justement dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on permet pas dans notre milieu? Mais que ça génère une recherche de consensus aussi. Puis ça semble plus limiter l'intégration de changements plus controversés, là, comme les jeux de chamaille dans les installations. On va certainement y revenir. Merci beaucoup, Véronique. Je suis obligée de mettre fin. C'est bon, je vais y aller t'enfiler aussi. Mais on sent la passion, puis ça va être agréable. De toute façon, on va avoir l'occasion peut-être juste cesser le partage d'écran pour permettre à nos prochaines conférencières. Merci beaucoup, Véronique. Puis, comme je disais,
Si vous avez des questions, c'est peut-être des résultats qui suscitent la curiosité aussi. Gênez-vous pas pour déjà écrire des questions dans le clavardage. Véronique va être disponible pour la période de questions qui va suivre, mais après la présentation de deux conférencières en équipe cette fois-ci. Je vous présente Jenny-Claude Saintier, qui est psychoéducatrice, maître en éducation et conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire pour le Centre de services scolaires des Samars dans la Naudière. C'est aussi une heureuse maman de 5 enfants, magnifique, devenue grand. Là, je la cite, je trouve ça très cute. Et elle sera secondée de Nancy Morin, qui est aussi psychoéducatrice de formation, intervenante œuvrant en milieu scolaire. Elle est aussi maman de deux magnifiques enfants également, cofondatrice du Centre de services psychoéducatifs au Centre de l'enfant depuis maintenant une douzaine d'années. Mesdames, je vous laisse avec la présentation de votre présentation qui a pour titre « Prise de risque et développement des enfants ». Vous y êtes, mesdames? Merci, Sonia. Alors, on a fait des essais juste avant. On a pris la peine de se préparer. J'ai perdu Jenny-Claude à nouveau. Donc, je vais aller... Je suis là. Ah, tu es là, d'accord, merci. Je suis là. C'est le partage d'écran qui n'est pas toujours facile, mais à chaque fois que j'essaie de l'embarquer, voilà, c'est parti, je pense. Vous m'entendez bien? Oui. Merveilleux. On se lance. Donc, prise de risque et développement des enfants. En fait, oui, moi et Nancy avons le bonheur de travailler dans deux CSS différentes, mais étant très complémentaires et surtout complices au niveau du développement professionnel. Donc, on a la chance de travailler fort souvent ensemble. Donc, on vous fait une mini présentation sur la prise de risque parce que Mme Dagenet le disait, les gens se sentent en sécurité, mais Mme Gosselin ajoutait, mais parfois, il y a des petites barrières à la prise de risque ou à laisser les enfants libres dans les jeux. Donc, on vient fermer là, ces deux points d'intérêt-là en se disant, ben, peut-être que le prochain pas collectif, ça pourrait être de réfléchir à la prise de risque chez les enfants. Donc, il y a quelques années, au Grand Rassemblement des Tout-Petits, la Fondation Chagnon nous invitait à réfléchir autour des villes à la hauteur des enfants. Et il y a eu une très belle présentation de Tim Gill et l'exploration libre au fil du temps. Je vous fais ça rapidement, mais vous voyez le grand cercle orange, c'est le grand-papa qui s'appelait Georges en 1919. Il pouvait faire à peu près 25 km avant qu'un adulte se demande où est-ce qu'il était parti. Donc, il partait avec son vélo, la canne à pêche et on s'en allait à l'exploration. Une génération plus tard, ce monsieur Georges a eu un enfant qui s'appelait Jack, qui, lui, avait le droit de faire à peu près 5 km avant que les adultes se disent, ben, peut-être que le territoire commence à être grand. Une génération plus tard, on voit que Jack a eu Vicky, qui, elle, avait le droit de faire à peu près 1-2 km pour aller à la piscine municipale avant que les adultes se disent, ben, le territoire commence à être grand. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, Vicky a eu un enfant et aujourd'hui, le territoire d'exploration de l'enfant de façon autonome est à peu près, je vous dirais, dans le driveway. Donc, il peut aller au bout de la cour avant qu'un adulte ne l'interpelle et dise « ton territoire d'exploration est assez grand ». Ce qui fait que sur 4 générations, on a perdu beaucoup de richesses au niveau de la façon d'explorer, de faire des apprentissages parce que dans le jeu, c'est le moteur d'apprentissage de l'enfant et dans son exploration, c'est là que l'enfant va faire des expériences, va faire des rencontres, etc. Bon, le but aujourd'hui, c'est pas de partir un débat sur est-ce qu'on devrait laisser nos enfants aller à 25 km à la ronde, mais c'est juste pour se faire un petit rapide topo à propos de ce sentiment de sécurité, cette perception de sécurité, mais surtout l'utilité d'y réfléchir pour permettre aux enfants d'avoir des opportunités. On enchaîne sur une brève définition du jeu, hein, parce que c'est là-dessus que s'appuie la prise de risque, parce que quand les activités sont dirigées, ben, c'est l'adulte qui va coordonner le plus souvent la prise de risque. Donc, le jeu, c'est une attitude subjective où se conjugue le plaisir, la curiosité. Hein, les enfants sont aventuriers, le sens de l'humour, la spontanéité. Et ça se traduit par une conduite qui est librement choisie, pour laquelle aucun rendement spécifique n'est attendu. Donc, le jeu, c'est libre et actif, c'est vraiment ça, c'est que l'enfant est maître de ce qu'il va faire au moment où il va le faire avec le matériel dont il dispose. Et ça, c'est une définition qu'on apprécie là, de Francine Ferland.
Et on voit le continuum de la prise de risque, hein, parce que souvent, c'est très nuancé. En fait, c'est pas nuancé, c'est très polarisé. Fait que je laisse les enfants prendre des risques ou pas du tout. Alors, on va se redire que le risque zéro n'existe pas. Donc, il y a lieu de se questionner sur est-ce que je suis en protection de mon enfant ou en surprotection, mon enfant ou celui des autres. Ensuite, peut-être sur le continuum, on va voir que peut-être que mon premier pas, ça sera de laisser mes enfants prendre une faible prise de risque. Donc, grimper après la clôture qui est autour du parc, puis peut-être que quand il va avoir fait 2-3 pas vers le haut, je vais dire, OK, tu peux redescendre. Mais peut-être aussi qu'on peut tendre vers une prise de risque contrôlée. Donc, ce n'est pas un environnement où l'adulte est nonchalant. On assure la sécurité de l'enfant, mais on va lui dire, va jusque là où ton corps va te dire que tu te sens bien. Alors, on va plus favoriser la connaissance de soi, l'utilisation du plein potentiel dans une prise de risque contrôlée qui ne saura pas à 100% garantir que l'enfant ne se craquera pas la peau du genou, sauf que on a tous vécu cette expérience-là et on y a tous survécu aussi. Et aussi, dans le continuum, il y a de l'indifférence par rapport au danger. Alors ça, ce n'est pas une posture qu'on favorise, bien sûr, parce que là, on expose les enfants au danger et c'est vraiment pas là qu'on veut aller. Et ce qui apparaît à l'écran, c'est la zone d'apprentissage du plein potentiel parce que dans le merveilleux monde de l'éducation, on entend souvent parler de la zone proximale de développement. Et moi et Jeanne-Claude, on a vraiment poussé notre réflexion parce qu'on considère qu'à hauteur d'enfant, dépendamment de l'âge des enfants, ils sont capables de prendre du pouvoir dans les situations. Donc, c'est pour ça que ça nous a menés dans la zone d'apprentissage du plein potentiel parce qu'on s'est dit que la posture de l'adulte pouvait être guidée par des inquiétudes, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'enfant ne pourrait pas y arriver. Puis Véronique l'a énoncé aussi dans son projet. Donc, l'adulte qui se dit, cet enfant-là, je crois pas qu'il pourrait réussir, fait qu'on va mettre des balises autour de lui, puis ça va limiter, dans le fond, toutes les possibles, ça va limiter l'apprentissage de son plein potentiel. Et à l'autre bout du continuum, vous comprenez qu'on aime bien les continuums, et on incite les gens à se tenir au centre parce que ça engendre du mouvement. Et à l'autre bout du continuum, il y a des adultes, des fois, qui pourraient perdre un peu la conscience des besoins de l'enfant en disant, toi, tu vas faire comme les autres, indépendamment des défis qui sont plus individuels. Ce n'est pas une tâche qui est facile de développer la zone d'apprentissage du plein potentiel. Ça demande aux adultes une curiosité compatissante, une curiosité éducative. Dans les faits, ce qu'il faut faire comme adulte, c'est vraiment de demeurer en mouvement et de se poser des questions concernant la prise de risque, concernant les autorisations et la sécurité aussi, parce que les adultes ont un rôle à jouer au niveau de la sécurité. Et qu'est-ce qui nous fait peur? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, au quotidien, ils font face à une multitude de défis et ils vont prendre la décision de relever ces défis-là ou non. Les adultes doivent faire confiance aux enfants et une fois que l'enfant a pris cette initiative-là, il veut relever le défi, l'adulte, lui, il a besoin de s'assurer de la sécurité de l'enfant, puis il y a des éléments sur lesquels on a besoin de poser un regard attentif et bienveillant pour s'assurer que la sécurité de l'enfant est au cœur de l'accompagnement. Donc, le premier élément qui pourrait nous effrayer, en fait, ce sont les outils dangereux. Les outils dangereux. Donc, on voit une image d'un enfant qui utilise un marteau avec un clou. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de limiter ces activités-là pour les enfants, mais on a besoin de les accompagner, d'où l'importance du modelage, d'où l'importance de la modélisation. Quand l'adulte prend le temps d'installer la prise de l'outil, comment l'utiliser, dans quel contexte le faire, l'enfant va développer sa sécurité, puis s'il le faut, l'adulte reste à proximité, bien évidemment. Ensuite, un des défis que les enfants aiment, que les tout-petits aiment relever naturellement, c'est vraiment sauter, grimper. Donc, l'autre élément qui pourrait s'avérer plus dangereux, c'est vraiment au niveau des hauteurs. Puis, il faut savoir que les enfants, ils ont ce potentiel-là d'évaluer le danger, mais comme adulte, il faut s'assurer que c'est un risque à la hauteur de l'enfant. Comme je vous disais,
pour atteindre la zone d'apprentissage de plein potentiel, il faut que l'adulte reste en mouvement pour, somme toute, évaluer si l'enfant est à l'aise avec le défi qu'il est en train de relever. Et ensuite, on retrouve la vitesse aussi qui est au cœur des éléments qui peuvent devenir dangereux parce qu'on a besoin d'encadrer aussi, mais les enfants, encore là, naturellement, vont y aller de façon progressive. Ils vont prendre des risques calculés. C'est à ce moment-là que l'adulte a besoin d'accompagner, de faire du renfort et de s'assurer que la vitesse n'est pas trop dépassée. Et se questionner sur sa pratique aussi, parce que d'autres barrières qui peuvent se lever, c'est le risque de perdre les enfants, les jeux rudes. Voyons, Mme Gosselin en parlait tout à l'heure, puis les éléments qu'on peut considérer dangereux dans la prise de risque, comme par exemple les jeux de chamaille et les jeux de bataille, tout ce que ça peut développer chez l'enfant. On parle souvent qu'on est inquiet, que nos enfants sont dans les cours d'école, on les sent petits et vulnérables, mais les jeux de chamaille et les jeux de bataille, ça leur permet de découvrir leur voie d'affirmation. Ça leur permet de faire des choix, de savoir comment on négocie dans ce contexte-là en regardant que l'autre est heureux. S'il y a un échange et une passation au niveau du pouvoir dans le jeu, on est dans un jeu, on n'est pas dans une bataille. Donc, ça s'encadre, ce genre de jeu-là, mais c'est surtout efficace pour développer des stratégies que les enfants auront besoin à l'école et à long terme également. Bon, les éléments qu'on peut considérer comme dangereux, l'eau, le feu. Moi et Nancy, on fait souvent des observations dans les CPE ou les écoles et on demande aux adultes d'observer les jeux cachés. Alors, même quand vous dites aux enfants, on ne touche pas, c'est clair que ça va les intriguer 2 fois plus. Donc, vaut mieux s'approcher avec les enfants et éduquer leur sens de la sécurité par rapport aux éléments que d'interdire l'approche parce que de toute façon, par jeu caché, ils vont y aller. Donc, vaut mieux, comme adulte, se dire, ben parfait, on va accompagner. Puis évidemment, comme disait Nancy, est-ce le moment opportun? Est-ce que c'est à ce moment-ci qu'on va s'approcher de cet élément? À vous de vous questionner, mais il y a clairement une curiosité pour les enfants de s'approcher de ça. Et mon Dieu, la grande peur de tout adulte, de tout papa et maman, perdre nos enfants, eh bien, on ne peut pas élever des enfants sur la peur. Donc, il vaut mieux dire aux enfants, je vais t'apprendre le truc universel pour te sortir de n'importe quelle situation. Demande de l'aide. Donc, on va apprendre à nos petits, même petits, à faire des demandes complètes et orientées, donc à qui tu parles et de quoi tu as besoin, pour permettre à nos enfants, justement, de dire, ben, si toutefois ça arrive, puis ça n'arrive pas 1000 fois dans une vie, mais si toutefois ça arrive, voici ce que tu peux faire, qui sont les adultes de confiance, c'est quoi les mots que tu peux avoir pour demander de l'aide, comment tu peux aller chercher quelqu'un pour t'aider, etc. Donc, on va permettre à nos enfants de visiter toutes ces expériences-là sous notre regard bienveillant, avec notre accompagnement, avec une intention d'éduquer ces situations-là plutôt que les éviter pour en faire des outils pour nos enfants. Quand c'est le moment d'autoriser la prise de risque, là, il y a des éléments importants qu'il faut savoir. En fait, la prise de risque, l'autorisation, voyons, de la prise de risque n'est pas une forme d'insouciance, ce n'est ni de la négligence, ce n'est surtout pas de l'imprudence et de la bravade. Donc, on ne va pas inciter un enfant à relever un défi alors qu'il pourrait y avoir un risque qui n'est pas nécessairement calculé. Donc, c'est des éléments qu'on voulait rapidement faire tomber avec vous parce que le cerveau externe de l'adulte, ben, c'est celui qui incite l'enfant à relever des défis à sa valeur, à sa hauteur. Alors, Mme Gosselin, Mme Dagenet en ont glissé chacune un mot, à quel point quand on fait confiance à l'enfant, qu'on l'accompagne avec bienveillance et surtout avec audace, donc de lui dire, prends des risques, vas-y, mets-toi en action, essaye-le, tu avais un bon plan, vas-y, je te regarde. Et donc, on va créer chez l'enfant une baisse d'anxiété parce qu'il va se défaire de sa croyance, je suis petit, fragile et vulnérable. La pratique du jeu risqué durant l'enfance va réduire les risques d'anxiété et la tendance à la prise de mauvaises décisions parce que l'enfant, s'il n'a jamais pratiqué ça, faire des choix pour lui, arrêter au moment où il ne se sent pas bien, ben, il va laisser les autres décider pour lui. Donc, peut-être qu'il y aura une tendance à la prise de mauvaises décisions quand ça va être à son tour de décider toute seule. Et la prise de risque à l'âge adulte également. Donc, on pourrait penser le contraire. Hein, s'il prend des risques, il va devenir un audacieux puis il ne réfléchira pas, alors que c'est le contraire qu'on va voir apparaître.
à quel point c'est riche quand on autorise la prise de risque au niveau des habiletés motrices, hein, parce que l'enfant va développer toute sa puissance, tout le « je suis capable de relever le défi ». Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans notre quotidien quand on va au parc, un enfant qui décide, par exemple, d'oser le risque dans un module de jeu et qui interpelle les yeux bienveillants de l'adulte pour dire « Wow, regarde où j'en suis ». Fait que d'une part, au niveau de l'estime, c'est quelque chose d'extrêmement riche parce que l'enfant développe cette croyance-là en son plein potentiel. Donc, ça, c'est vraiment un des indicateurs riches là, quand le sourire de l'enfant s'élargit. Et à quel point c'est payant. Je vous donne un exemple tout simple, mais on pourra en décliner tout plein. Mais quand l'enfant décide justement de prendre le risque de grimper la glissade, non pas par l'échelle derrière, mais par la glissade elle-même, à quel point ça vient travailler les muscles du tronc, puis ça devient une musculature tellement payante ensuite quand c'est le temps de passer des minutes assis sur une petite chaise. Donc, il y a plein de vertus au niveau moteur là, concernant la prise de risque. Et bien sûr, on va avoir des jeunes qui vont mieux gérer leurs conflits parce que sur le plan social, les jeunes qui ont des autorisations pour la prise de risque ont des meilleurs comportements sociaux, particulièrement dans l'image. OK, est-ce qu'on y va à deux? Tu te places comment? On va négocier. Es-tu prête? OK, 1, 2, 3, go, on y va, on se lance. Donc, ça fait des enfants plus indépendants, donc capables de faire des choix pour eux, se laisseront pas nécessairement envahir par ou contaminer là, par les comportements des autres. Ils vont choisir le choix de comportement qu'ils veulent faire. Puis ils ont des meilleures aptitudes en résolution de conflits parce qu'ils vont avoir été appelés à négocier, à prendre leur place, à s'affirmer, etc. Donc là, on essaye de vous passer du contenu rapidement parce que la prise de risque, on y croit beaucoup. La prise de risque contrôlée et surtout la réflexion de l'adulte qui entoure cet enfant-là pour lui permettre de se découvrir dans sa zone d'apprentissage de son plein potentiel. Alors, bien, on veut vous remercier. Je pense qu'on arrive dans nos minutes. Puis, ce qu'on veut vous partager comme message vraiment essentiel dans tout ça, c'est que le plus gros risque quand l'adulte ose le risque chez l'enfant, bien, c'est de trouver des enfants heureux et épanouis. Donc, voilà, c'est notre mot de la fin. Merci pour votre attention. J'oserais dire qu'on joue à la loto pour des résultats beaucoup moins probants. Donc, allons-y, osons les adultes accompagner l'audace de nos enfants, la célébrer et créer des environnements riches pour leur permettre de prendre toutes ces initiatives-là. On vous remercie pour cette belle invitation et on continue de porter la stratégie Enfants en mouvement, peu importe le milieu où on est. C'est génial. Merci beaucoup, les filles. C'est vrai que non seulement vous vous habillez pareil, mais on a senti la complicité. Je blague. Ils ne s'étaient pas parlé, puis ils sont habillés pareil. Ils sont en équipe. La complicité, on l'a senti, pas juste dans le visuel. Merci beaucoup. Puis pour chacune, hein, cet après-midi, c'est dommage, on n'entend pas, mais il y a des mains qui applaudissent. Donc, c'est comme ça. Pour lancer la période de questions, parce qu'on est déjà rendu là, je vais demander à une invitée spéciale qui est avec nous. Vous l'avez peut-être vu passer. En fait, c'est notre fière olympique, une médaillée olympique, en fait, qui est impliquée activement dans la promotion du mode de vie sain. Elle préside la table intersectorielle sur le mode de vie physiquement actif, la TNVPA, ainsi que la table québécoise sur la saine alimentation. Sylvie Bernier, où es-tu? Elle est là, elle est là. Je suis là. Bonjour. Ah, voici. Bonjour tout le monde. Et puis, oui, je suis très attentive à toutes les belles présentations. Oui, vraiment, j'adore ça. Et je trouve ça le fun d'écouter et d'être en mode de voir tout ce qui se passe au Québec. C'est fascinant. Fait que je félicite Fanny, on se connaît, on a travaillé, on travaille sur différents projets ensemble. Véronique, j'adore ça, moi, voir des jeunes qui s'intéressent à un sujet qui nous fascine depuis très longtemps. Puis, écoute, Nancy puis Jeannie-Claude, c'était vraiment, vous êtes aussi passionnés les unes que les autres. Donc, merci de me permettre d'être ici aujourd'hui. Je n'ai pas de présentation formelle. Par contre, je peux vous dire que tout ce qui a été exposé depuis la dernière heure, ce sont des thèmes sur lesquels on travaille, sur lesquels on réfléchit, sur lesquels on se mobilise, la table sur le mode de vie physiquement actif. Je ne sais pas si tout le monde la connaît. Je vous dirais que si ce n'est pas le cas, allez voir sur le site, c'est tmvpa.com.
peut-être pendant que je parle, s'il y a quelqu'un qui va aller le mettre sur le chat, le lien. Donc, TMVPA, table mode de vie physiquement actif.com. Et vous allez voir tous les groupes de travail, entre autres, en fait, pour être vraiment dans la thématique d'aujourd'hui, je suis tout simplement allée voir ce qui se fait dans le comité. C'est un comité qui existe depuis une dizaine d'années, c'est développement moteur. Donc, il y a une quinzaine de membres. En fait, la TMVPA, on parle de 10 ministères. On est vraiment au niveau national. Donc, 10 ministères, dont le ministère de la Famille, le ministère de l'Éducation, Sport, Loisirs, l'environnement, transport. Hein. Tantôt, il y a Fanny, qui montrait le cycle, l'importance de la cohérence. Bien, nous, on travaille dans toutes ces facettes-là. Donc, quand on parle du transport actif, bien, on est en influence politique auprès du ministère pour s'assurer qu'il y a des trottoirs puis qu'il y a des pistes cyclables qui permettent aux enfants de se rendre à l'école, puis qu'on cesse de mettre des freins. Là, on est dans la sécurité enfants en mouvement. Donc, des freins de peur de parents, souvent des peurs qui sont perçues, ce n'est pas nécessairement des peurs véritables. Donc, on travaille sur tous ces enjeux-là, s'assurer qu'il y ait des supports à vélo à l'école, parce que si le directeur d'école décide que c'est dangereux qu'un enfant vienne à l'école à vélo, bien, il n'y aura pas de support à vélo à l'école. Donc, tous les réaménagements que vous voyez de ce qu'on appelle les environnements favorables à un mode de vie sain, bien, on s'active beaucoup là-dessus. Tous les réaménagements alentour de l'école, les diminutions de vitesse, par exemple, des mesures d'atténuation de la circulation alentour de l'école pour permettre aux enfants d'arriver à pied à vélo. On travaille beaucoup sur ces aspects-là. Ce qu'on vient de parler par rapport à la sécurité, bien, nous, on a un comité qui s'appelle Sécurité bien dosée, une question d'équilibre. Donc, on a un dossier sur lequel on travaille depuis 3 ans, et donc, c'est vraiment une concertation nationale. Et tout ce que vous avez dit est vraiment bien intégré dans peut-être que je pourrais essayer, ou je vois que Laurent est là. Laurent, si tu es capable d'aller voir en même temps que je parle, de le mettre sur le chat, le comité sécurité bien dosée. Ah, voilà. En fait, c'est sur la TMVPA, sécurité bien dosée. Et là, vous allez voir le document de référence. Il y en a 4 pages, un résumé, puis il y en a un en 24 pages si ça vous intéresse d'avoir toute la réflexion qu'il y a eu derrière ce programme-là. Bien, super, merci beaucoup. Ensuite, j'essaie de reprendre des points qui ont été abordés. Vous connaissez peut-être Gazelle et Potiron. Ceux qui travaillent dans le milieu des CPE, bien ça a tout été développé dans le groupe de travail développement moteur, mais de la petite enfance. Donc, ça a été vraiment aussi une concertation nationale. Vous connaissez probablement aussi le programme ALEX, à l'extérieur, l'éducation par la nature. Donc, aussi, on est beaucoup dans ce cadre de référence-là pour s'assurer qu'il y ait vraiment un déploiement partout au Québec. Donc, tout ce qui se passe dans le développement moteur, dans les CPE, de laisser le jeu libre et actif. Oh, mon Dieu, moi, ça fait 10 ans que je fais de la revendication ministérielle pour qu'on soit un peu comme des programmes qui se passent en Scandinavie, que mon rêve serait que de 0-5 ans, on est dehors toute la journée. Et quand voyons, je recherche, Janie Claude et Nancy ont parlé de les éléments de la nature, donc laisser les enfants jouer. Quand je dis jouer, on s'entend là, avoir accès à un feu, avoir accès à des couteaux, avoir accès à des arbres, avoir accès... c'est notre rêve, c'est ce qu'on veut, que ce soit partout comme ça. Donc, écoutez, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je pense que j'aimerais mieux que vous me posiez des questions parce qu'on travaille sur tout ce qui a été présenté. On est dans ces sujets-là depuis une dizaine d'années. On comprend que vous parlez le même langage, puis c'est beau de
c'est beau de voir aussi la passion qui anime tous les intervenants après-midi. Ça fait réfléchir parce que de le réentendre, on le voit sous des angles différents, puis il y a toujours un contexte à tout ça. Hein. On a placé le contexte de la pandémie aussi au début en arrivant. Donc, on va y aller avec la période de questions. Merci beaucoup, Mme Bernier, d'être là. Puis effectivement, les gens qui nous écoutent, qui sont là, si vous avez des questions pour Sylvie Bernier, Janie-Claude, Nancy, pour Fanny, pour Véronique, c'est le temps. Il y a une première question d'ailleurs qui nous a été adressée. Je crois que c'est Laurent qui voulait en savoir plus sur les rues et les rues écoles, en fait. Fanny, vous en avez parlé en disant, vous pourrez me questionner, mais ça a été entendu, on voudrait en savoir plus là-dessus. Oui, puis là, j'ai pensé à une autre tellement belle initiative en écoutant Sylvie. Là. Bon, je vais essayer de faire ça vite pour pouvoir vous parler des deux. Bien, premièrement, est-ce que tout le monde a déjà entendu parler de la belle initiative à Belleuil, Dans ma rue, on joue? Si juste attention, Fanny, juste replacer votre micro. Oui, on va vous entendre mieux. Merci. Parfait. Alors, première des choses, je vous lance ça comme ça. L'initiative Dans ma rue, on joue à Belleuil, qui limite le transit dans certains segments de rue pour que les enfants puissent jouer librement. Donc, s'ils souhaitent jouer au hockey, par exemple, ou n'importe quelle activité, et les gens du quartier sont vraiment avisés que c'est priorité au jeu des enfants dans la rue. Alors, on roule tranquillement, on fait attention. Les rues écoles, c'est dans la région de Toronto. Donc, devant certaines écoles, on va limiter le transit à l'heure du début et de la fin des classes pour favoriser le transport actif et que les parents se sentent moins inquiets quand les enfants, par exemple, partent à vélo pour pas qu'ils soient comme en compétition là, dans la rue devant l'école avec la circulation automobile. Alors, très, très belle initiative aussi. Et je voulais vous parler, il y a quelques années, l'Observatoire a fait un dossier sur les services éducatifs à l'enfance, puis on était allé filmer dans le CPE populaire Saint-Michel, qui, eux, justement, avaient un enjeu parce qu'ils souhaitaient amener les enfants dehors tous les jours, puis ils ont, de la façon qu'ils sont localisés, ils ont vraiment accès à une espèce de petit boisé là, avec des petits bâtons, des roches, bref, tout ce qui fait le bonheur des jeunes enfants. Et leur enjeu, c'est que la clientèle est défavorisée dans ce coin-là et il y a des enfants qui n'étaient pas habillés convenablement pour aller dehors lorsqu'il faisait froid. Donc, ça limitait vraiment ces opportunités-là. Alors, ils ont été chercher une commandite et Mountain Equipment Co-op leur ont fabriqué des petites combinaisons One Piece, excusez-moi l'anglicisme, là, mais on dirait que je ne me rappelle pas comment dire ça en français. Donc, et je les ai vus en tissu imperméable, un peu du type, là, les pêcheurs, là, leur imperméable, là, vraiment imperméable, qui se zippe avec le capuchon. Et tous les enfants en ont, donc peu importe le niveau socio-économique pour ne pas faire évidemment de la ségrégation. Et donc, ça permet aux enfants à tous les jours de l'année, beau temps, mauvais temps, d'aller jouer à l'extérieur dans ce petit boisé-là. Et le jour où on est allé filmer, imaginez l'image, c'était boiteux parce que c'était le printemps. Puis il y a un enfant qui faisait carrément l'ange dans une flaque de bouette par terre. Puis il y a d'autres enfants qui ramassaient des bâtons de bois, puis là, ils se sont mis à jouer avec l'éducatrice ou au magicien, puis là, à tour de rôle, les enfants jetaient des sorts aux autres enfants, puis là, tout le monde devenait des grenouilles ou tout le monde devenait des singes. En tout cas, c'était vraiment magnifique. Mais je voulais absolument vous parler de ça parce que des fois, il y a des barrières aussi pour les clientèles plus défavorisées. Puis je trouve que ça, c'est un super bel exemple de comment on peut surmonter une barrière. Puis finalement, ça a été pour le bénéfice là, de tous les enfants. Bien, merci beaucoup, Fanny. Il y a des trucs qui ont été partagés sur l'outil de clavardage. Si vous voulez aller voir, Sylvie Bernier qui vient de partager le document en bref du dossier Sécurité bien dosée. Donc, si ça vous dit d'aller cliquer là-dessus. On a d'autres questions qui rentrent, mais peut-être avant, on a... oui? Je voulais juste rajouter à ce que Fanny a dit par rapport au jeu libre. Vous connaissez certainement les ruelles vertes et les ruelles blanches à Montréal. Ça, c'est quand même une initiative qui a changé la vie de milliers de personnes. Donc, à partir de ruelles où il y avait des voitures qui passaient à 30-40 km/h, ils ont décidé de fermer les ruelles et c'est vraiment une prise en charge de la collectivité. Donc, c'est vraiment les gens qui habitent, qui ont les ruelles comme cour arrière, mais qui étaient plus une route. Ils ont décidé de les fermer et ils ont, avec un petit budget,
commun, décider de mettre des fleurs, un panier de basket. L'hiver, il y a des patinoires qui se créent là. Il y a vraiment une entraide extraordinaire qui s'est créée avec les ruelles vertes et les ruelles blanches. Et il y a la coalition Poids aussi, Fanny, ce que Fanny parlait, la coalition Poids fait beaucoup, beaucoup de promotions justement pour inviter les municipalités à créer des environnements alentour d'écoles et des quartiers avec des mesures d'atténuation de la circulation. Donc ça, de plus en plus, il y a beaucoup, beaucoup de lobby qui se fait pour redonner la rue, pas juste aux automobilistes, mais aux cyclistes, aux piétons et aux enfants qui jouent au hockey. On est parti de loin, là. Il y a une couple d'années là, que c'est interdit pour les enfants de jouer dans la rue. Merci, Sylvie. Puis n'hésitez pas, hein, c'est le temps d'écrire dans l'outil de clavardage là, pour encore une dizaine de minutes, adresser vos questions à nos invités. Il y a une question qui s'adresse à Jenny-Claude et à Nancy. Je vais y revenir, mais il y a Donald Dessureau là, du plateau Lanaudoin intersectoriel, du 6, qui voulait ajouter quelque chose, je pense. Oui, absolument. Mais dans un premier temps, bravo à tous nos experts, Mme Deschenets, Mme Gosselin, Mme Morin, Jenny-Claude, que je connais, qu'on a travaillé beaucoup dans le développement au niveau des services de garde. Extrêmement heureux de voir qu'on est tous mobilisés justement pour travailler en amont, agir tôt pour nos enfants de 0-5 ans. Je fais un constat, par contre, et dites-moi si je me trompe, je pense que dans l'implantation du programme Attention Enfants Mouvement ou dans ce qui nous reste à travailler en cohérence avec les environnements favorables, les politiques, avec nos élus, je pense qu'il nous reste à travailler une notion qui, à mon avis, qui est ressortie aujourd'hui, c'est la sécurité ou l'hypersécurité pour justement s'assurer que nos enfants puissent se développer dans un environnement sain et sécuritaire. Alors, pour moi, c'est la notion de sécurité, là, je vous entends, c'est transversal dans tout, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la création d'un environnement favorable. On a parlé de pistes cyclables, de nos parcs, l'animation de nos parcs. Je pense que c'est un volet qu'on devrait développer et argumenter au bénéfice, justement, de nos jeunes. Merci beaucoup, Donald. Puis on va vous revenir tantôt aussi pour le mot de la fin parce que ça va rapidement. On va y aller avec oui. Si je voulais juste répondre pour vous dire que allez lire le document Sécurité bien dosée. C'est quand même une réflexion de tous les milieux de vie qui est inclus dans ce document-là. Là, j'ai mis la version courte, mais il y a une version de 25 pages. Et ça a été fait avec la sécurité dans les sports, ça a été fait avec la QLP, donc l'Association québécoise du loisir municipal. Vraiment, tout est là. Puis là, on est après développer un atelier pour justement permettre autant aux décideurs, aux élus qu'aux intervenants terrain qui puissent bien comprendre cette notion-là et l'intégrer et ensuite l'appliquer sur le terrain. Voilà. On va aller regarder le document qui est effectivement toujours disponible dans l'outil de clavardage sur votre site, je présume. Il y avait une question pour Jenny-Claude et Nancy. Donc, on vous demandait de nous donner quelques exemples concrets d'enfants qui prennent des risques. Puis là, on dit pour que ce soit imagé pour les services de garde, mais pour nous en tant que parents aussi. Mettez-nous des images en tête, peut-être? J'ai même proposé à ma collègue d'en faire une parce que quand on part dans nos exemples, on pourrait garder les participants longtemps. Donc, entre autres, quand on parle de à petits pas, là, les enfants, parfois, ils vont aller dans les modules de jeu les premières fois qu'on va dehors avec eux au parc ou à l'école. Puis là, ils grimpent dans les modules, puis ils m'interpellent. « Janie, viens me décrocher! » Puis là, je dis toujours, « Bien, certainement pas. » Fait que là, « Hein, comment ça? » Bien, parce que c'est un faux projet, je ne serai pas toujours là. Par contre, je vais t'assister, puis je vais t'apprendre à bien te décrocher ou à bien tomber. Puis là, on s'entend, le contexte, c'est que l'enfant, il va tomber sur 3 km de paillis de cèdre. Il n'y a aucun danger, là. Donc là, il me dit, oui, mais là, mes mains vont lâcher. Puis là, je réponds toujours, tu as raison, investis pas là, c'est pas là ta solution. Puis là, des fois, il est un peu stressé parce que c'est peut-être la première fois qu'il visite cette expérience-là. Alors, je vais offrir à l'enfant, si nous, on n'est pas capable d'y réfléchir, on pourrait se demander qui tu connais qui pourrait le faire de cette façon. Donc, je dis, comment il ferait Spider-Man pour atterrir?
Et rapidement, les jambes des enfants, ils s'arquent et quand ils lâchent les mains, ils arrivent sur le sol, habituellement sur leurs 2 pieds. Et là, j'ai ma paye parce qu'ils relèvent la tête puis ils font « Janie, j'ai réussi! » Ben oui, moi, je le voyais, ton potentiel. Et là, maintenant, qu'est-ce qui fait le cerveau du petit humain quand il réussit quelque chose? Eh bien, il va se le confirmer. Donc, habituellement, l'enfant, il regrimpe, il le refait. Et après, il s'en va gambadant, heureux, vers un autre défi parce que celui-là, pour lui, pour l'instant, c'était ça qu'il voulait réaliser, puis il l'a réalisé. Donc, d'assister l'enfant, de ne pas faire à sa place, de lui laisser prendre le risque à la mesure du défi qu'il a le goût de prendre. Parfois, ça peut nous surprendre. Hein? Il y a des enfants, des fois, qui vont grimper sur le toit du cabanon, puis ils vont faire « Regarde, je vais sauter dans la neige. » Puis là, on fait « Non, non, fais pas ça, tu vas te faire mal. » Mais les enfants, ils se connaissent. Bon, bien sûr, quand il y a de la neige, là, c'est sûr que si votre entrée est en asphalte, c'est peut-être pas ce genre de défi-là que vous allez proposer à votre enfant. Mais quand il y a de la neige, il faut explorer. L'environnement change, le paysage change, la variété des défis va changer. Bien, on part à l'exploration avec les enfants, puis on regarde qu'est-ce que ça peut nous offrir. Et d'ailleurs, moi et Nancy, on a développé des stratégies qui s'appellent multiplier les surfaces de jeu, peu importe votre environnement. Donc, les clôtures avec des œuvres éphémères, les cages d'escalier, à quel point ça peut être relié aussi à faire vivre des apprentissages aux enfants. Donc, il faut réfléchir nos environnements autrement. Et à cela, je collerai une référence aussi, puisqu'on est dans l'équipe de Pierre Lavoie pour le Lab École pour penser des environnements. Et il y a un beau module et un document qui vient de sortir sur penser la cour d'école autrement, dans lequel il y a toutes des stratégies d'approche de l'école, justement, avec des sentiers, avec permettre aux enfants de jouer même en s'approchant de l'école, etc. Donc, il y a beaucoup de matériel. Maintenant, il faut faire cette réflexion puis être audacieux dans notre réflexion pour penser en dehors de la boîte puis permettre aux enfants de vivre le plus librement possible à travers les jeux. Et je fermerai avec cette petite confidence où un jour, moi, j'ai fait un bac de maîtrise. Là. Puis un jour, il y a un enfant de 4 ans avec aucun bac et aucune maîtrise qui m'a dit « Janie, quand est-ce qu'on va jouer? » Là, je me disais, voyons, il ne comprend pas. Là, je fais beaucoup de préparation. Là. On joue dans la classe. Puis, je me suis mis à réfléchir, puis j'ai fait, hey, il a raison. Il ne joue pas, j'ai fait vivre plein d'activités. Mais lui, il ne peut pas prendre ses initiatives selon ses intérêts, avec pas de finalité, en fait. Donc, j'ai fait des recherches, puis j'ai adopté plus la stratégie de l'apprentissage actif, là où on va créer des environnements riches à l'enfant et qu'on va laisser l'enfant interpréter l'environnement en donnant cette assistance et cet accompagnement. Donc, pour dire que des fois, un bac de maîtrise, bon, c'est correct, mais 4 ans qu'il vit dans l'environnement, il m'a éduqué au sens large du terme. Donc, on se laisse porter aussi par l'intérêt des enfants. Merci. On voulait des images, on les a eues. Ça vient de. on va bien les retenir. Merci beaucoup à vous deux. Une question puis j'ai l'impression que ça va être la dernière qu'on va pouvoir prendre là, pour respecter notre engagement. Juste en passant par rapport au document dont vous avez parlé, peut-être si on est capable de mettre des références encore dans le petit clavardage, il y a beaucoup de monde. On va partager des outils là, comme le faisait Sylvie tantôt, ça peut être intéressant. Dernière question qui s'adresse maintenant à Véronique par rapport à l'étude. Donc, on parlait d'environ 50 qui ont fait des changements. On veut savoir s'il y a des conditions de succès, des facteurs facilitants pour mettre en place des actions de la formation Attention enfants en mouvement dans les milieux. Véronique? Oui. Donc, j'ajouterais que c'est 50 des milieux qui ont intégré les éléments de façon, on disait, substantielle, dans le sens où ils ont à la fois on a vu des modifications à la fois dans la posture des éducatrices et à la fois dans les environnements, puis qu'il y avait quand même l'autre 50 là, que c'était partiel. Donc, ce n'est pas que les autres avaient complètement rien fait. Les facteurs facilitants, peut-être si je peux rapidement, même avec le visuel, des fois, ça va plus vite, là. Ça, c'est les plus importants qu'on a fait sortir. J'en ai parlé un petit peu pendant ma présentation, les parents, avoir les parents dans l'équipe, en fait. Puis ça, c'était pas du tout dans nos hypothèses. Là. On a été surprises un peu par ce résultat-là, mais c'est vraiment sorti comme un gros facteur facilitant d'initier tout de suite après la formation ou dans les mois qui suivent la formation, d'initier une discussion avec les parents sur c'est quoi la formation, le contenu, puis aussi d'avoir une communication vraiment formelle, comme à chaque année, sur l'information sur les bénéfices du jeu libre réactif, puis de communiquer ça de façon formelle, par exemple, lors d'une réunion ou dans la signature des contrats. Comme ça embarque les parents dans l'équipe finalement. Puis au contraire, justement, quand ça, c'est pas fait,
souvent, les parents, ça devenait un frein important aussi à l'intégration des éléments de la formation, parce qu'on avait peur de la réaction des parents. Ensuite, soutien du bureau coordonnateur pour les RSE, c'est sorti dans les installations, le support de la direction, ça c'est sorti très fort aussi. Et puis, l'accompagnement dans le milieu. Ça aussi, c'est un gros facteur facilitant. Le troisième module dont j'ai parlé tout à l'heure, que lorsqu'il y a vraiment le formateur qui se déplace dans le milieu pour une paire de yeux neufs qui regarde le milieu finalement, puis qui aide à réorganiser l'espace, à réfléchir de quelle façon est-ce qu'on peut intégrer ces éléments-là. Puis je pense que pour les installations aussi, j'en avais parlé un petit peu de cette démarche collective-là, le fait de s'asseoir en équipe après la formation, puis d'avoir la discussion sur, bon, bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre milieu, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est non. Puis le petit frein par rapport à ça, c'est quand il y a du roulement de personnel. Ouais. Donc cette démarche-là collective est souvent à reprendre. Bien, merci beaucoup. C'est un beau petit rappel. Puis peut-être que ça permet, Véronique, aussi de rappeler, dans le fond, que les faits saillants de l'étude et l'étude sont disponibles en ligne, en fait. Là, puis ça me permet aussi, bien, puis on se rapproche de la fin. Il y a eu d'autres commentaires. Il y a des discussions qui ont lieu. Là, Fanny qui répondait notamment à des commentaires. Mais on serait déjà rendu au mot de la fin. Puis voilà, oui, je cherchais sur mon écran. Donald Dessureau, je vais vous laisser y aller du mot de la fin. Le temps de vous dire effectivement qu'on va vous envoyer un courriel à tous les participants au cours de l'après-midi pour avoir une rétroaction, avoir vos commentaires sur la présentation d'aujourd'hui, puis aussi vous envoyer les liens directs qui vont mener notamment à l'étude qui vous a été présentée par Véronique Gosselin. Alors, Donald, pour un petit mot de la fin. Vite fait, simplement vous dire que pour nos partenaires de la région de la Naudière, nous allons poursuivre le développement et l'implantation d'attention enfants en mouvement. Mme Dagenet parlait tantôt d'un des freins qui était l'argent. Nous allons poursuivre à implanter nos programmes au sein des services de garde éducatifs, mais également au sein des maternelles 4 et 5 ans. Nous avons développé dans la région adapté le programme Attention enfants en mouvement pour le milieu scolaire. Donc, avec nos partenaires, nos commissions scolaires, nos services de garde éducatifs, on poursuit la formation dans nos différents milieux. On va poursuivre également de payer les frais de formation, les outils et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est une poursuite pour les prochaines années. Alors, je comprends également qu'il faut rester mobilisé. Si on veut travailler sur les différentes composantes et avoir de l'impact au niveau de nos interventions, impact, travailler avec les municipalités, travailler avec le scolaire, travailler avec également, on a parlé beaucoup des parents. Donc, on poursuit ce développement-là dans notre région et on va se garder au courant là, pour la suite des choses. Je réitère aussi un gros merci à Mme Dagenet, également à Mme Gosselin, et tous nos experts, Mme Bernier, pour ces transferts de connaissances, ces informations-là qui vont nous être fort utiles pour les prochaines années. Merci. Merci beaucoup, Donald. Donc, c'est un beau mot de la fin. On retient, dans le fond, qu'aujourd'hui, le prétexte est la grande semaine des tout-petits, mais c'est rassurant de voir qu'il y a une belle collaboration d'installer, un beau dialogue. Il y a un vent de faire ensemble, de partager des connaissances, des astuces. Et donc, on va jouer notre rôle de vous envoyer par courriel tout ce qui a pu être partagé, répondre aux questions sans réponse. Alors, au nom du plateau Lanaudois intersectoriel, du CIS de la Naudière et de la grappe éducative Montcalm, je vous remercie tout le monde. Les gens ont déjà commencé à quitter. Quand on dit 1 heure précise, j'ai peut-être l'air un peu strict, mais on tenait à respecter notre engagement du 14h30. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, on vous souhaite de passer une belle semaine qui se poursuit, de la grande semaine des tout-petits. Bonne journée tout le monde. Les conférenciers, vous pouvez peut-être lire les commentaires, là, vous recevez des beaux mots.